Déjà, je vous remercie d'être là, les personnes qui sont là. Je sais qu'en ces temps un peu troublés, c'est pas forcément évident. En plus, il est peut-être un peu tard pour vous. Mais je vais commencer, hein. Moi, je m'appelle Olivier Cousseau. Je suis enseignant à la French American School of Rhode Island à Providence, dans le Rhode Island aux USA. Donc, pour situer le Rhode Island, c'est entre Boston et New York, sur la côte est. On est à 1 heure au sud de Boston, 3 heures au nord de New York. Et j'enseigne dans une classe de CPCE1. Euh, Ça fait 4 ans que je suis à Providence. Avant ça, j'étais dans les Pyrénées, une petite école de campagne, où j'avais là aussi des CPCE1. Et puis avant ça, j'avais déjà enseigné aux États-Unis, 2 ans à Berkeley, en Californie, dans la baie de San Francisco, 2 ans à Portland, dans l'Oregon. Et encore avant ça, je viens du Maine-et-Loire. Donc voilà mon parcours un peu. Et pourquoi je parle des Pyrénées? C'est parce que quand j'étais là-bas, j'ai commencé à, à me rapprocher de gens qui pratiquaient la pédagogie Freinet, la pédagogie institutionnelle. Ça m'a intéressé. Et en fait, les ceintures de comportement, voilà, ça vient de là, quoi. Donc, euh, donc allons-y. Donc, le cadre général, je pense que il y a beaucoup d'écrits là. Le but, c'est pas de tout lire maintenant, euh, mais j'avais envie de présenter d'où venaient les ceintures de comportement. Ça vient principalement donc des pédagogies coopératives. Donc, en premier lieu, la pédagogie Freinet. Et puis, euh, et puis en fait, cette présentation, je pourrais vous la partager. Je pense que j'ai vos emails, donc du coup, je pourrais vous l'envoyer par email à la fin. Et ça vous donnera plus le temps de le lire, si ça vous intéresse. Donc voilà. Donc le cadre des ceintures de comportement, ça vient de la pédagogie Freinet, puis de la pédagogie institutionnelle. Euh, et puis ça a été ma Bible, le livre de Sylvain Connac, Apprendre avec les pédagogies coopératives. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, ça a été quand j'ai commencé, je me suis lancé avec ça. J'ai d'abord commencé par le lire. Et puis, il y a beaucoup de choses, en fait, dans ce que je vais vous présenter ce soir. Il y a beaucoup de choses qui viennent directement de ce livre. Euh, Après, j'ai adapté un petit peu en fonction de mes besoins à moi, mais la structure générale, elle vient quand même principalement de ce que j'ai appris en lisant ce livre. Puis, j'ai eu la chance, avec la MLF, de rencontrer Sylvain il y a 1 an et demi à peu près, lors d'un stage MLF sur la coopération. Et voilà, c'était une grande rencontre pour moi. Peut-être pas pour lui, mais pour moi, oui. Donc, voilà. Donc le principe des ceintures. Euh, L'idée, c'est peut-être aussi que je fasse cette présentation. Avec la plateforme actuelle, là, moi, je vois ma présentation, mais je ne peux pas vous voir vous. Donc, je fais ma présentation. Si jamais quelqu'un veut intervenir, il peut intervenir en branchant son micro. Et là, je vous entendrai, je pense. J'ai pas accès au chat tant que je suis sur cette présentation. Donc, je fais la présentation et puis après, si vous pouvez attendre la fin pour poser les questions, on attend la fin. Si vous avez envie de poser les questions en plein milieu, voilà, faut m'interrompre d'une manière ou d'une autre. Donc, les ceintures. Les ceintures, c'est quelque chose qui symbolise et qui reconnaît des droits et des devoirs. Et c'est en fonction du comportement de l'enfant, mais aussi de son autonomie et de son attitude. Donc le comportement, voilà, c'est comment il se comporte dans la classe, mais l'attitude, c'est aussi, euh, ça va au-delà du comportement, l'attitude. C'est aussi quelle est son attitude par rapport au travail, mais quelle est son attitude aussi par rapport, enfin, en termes de socialisation, en termes d'implication aussi dans la vie de la classe. Et puis l'autonomie, c'est pareil, c'est l'autonomie dans la classe, c'est l'autonomie dans le travail. Et le changement de ceinture est ascendant. Donc, on part de là. Moi, j'ai 6 gradations pardon, dans mes couleurs. Ça commence par la blanche, ensuite la jaune, orange, vert, bleu et marron. Parce que la seule ceinture noire qui est dans la classe, c'est moi, c'est l'adulte. C'est aussi reconnaître un cadre sécurisant pour les enfants, c'est-à-dire que c'est reconnaître à l'enfant son statut d'enfant. Il ne peut pas avoir le même niveau qu'un adulte, d'autant plus un adulte dont c'est le métier. Donc, voilà, les ceintures noires dans la classe, c'est l'enseignant. Donc, il y a moi, et puis comme je travaille avec une collègue américaine, elle est aussi ceinture noire. Donc, voilà, tous les adultes de l'école sont ceinture noire, en quelque sorte. Et le niveau le plus haut qu'un élève puisse atteindre dans ma classe, c'est la ceinture marron.
du coup, une ceinture de comportement, ça apporte aussi, enfin, ça demande aussi des responsabilités. Donc, je vais y venir avec. C'est ce que je vais expliquer quand je mets que plus il monte dans les ceintures, l'enfant, plus il va avoir des droits. Mais en même temps, les exigences sont plus grandes. La responsabilité est plus grande. Alors, comment je m'organise? D'abord, en début d'année, bon, j'explique. Alors, j'ai la chance d'avoir un double niveau, et ça aide beaucoup, parce qu'en fait, pas seulement pour les ceintures d'ailleurs, mais pour tout le fonctionnement de ma classe, c'est-à-dire que j'essaie de garder mes élèves 2 ans, donc les CP qui deviennent CE1, eh bien, c'est autant d'aide pour coacher un petit peu les CP, les nouveaux CP qui vont arriver tous les ans. Je ne sais pas si vous avez vous-même des doubles niveaux ou des triples niveaux ou multiniveaux, mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est que tous les ans, j'ai pas besoin de tout recommencer à zéro. Et en fait, il y a plein de choses qui se font sans moi. C'est parce que tous les élèves, enfin les élèves qui étaient déjà là avec moi l'année d'avant, peuvent aider à expliquer le fonctionnement de la classe. Donc en début d'année, voilà, je fais une piqûre de rappel pour ceux qui étaient déjà avec moi, et puis on explique pour les nouveaux dans la classe. Donc il y a que moi dans l'école qui utilise des ceintures de comportement, mais ça pose pas de problème. Et je leur donne un exemplaire du règlement en début d'année, je leur explique, et puis ils vont avoir un premier niveau de ceinture. Donc ceux qui étaient déjà avec moi, bah, ils gardent la ceinture qu'ils avaient déjà l'année d'avant, c'est-à-dire qu'on ne redémarre pas à zéro. Et puis ceux qui sont nouveaux dans la classe, eh bien, ils vont demander une ceinture et puis ils vont obtenir une ceinture en fonction de là où ils en sont. L'ordre des ceintures, donc je l'ai expliqué. L'acquisition d'une nouvelle ceinture, donc c'est moi qui vais décider. Alors, ça se décide pendant le conseil de coopération. Donc l'enfant s'inscrit à l'avance. Il essaie d'expliquer déjà, j'essaie de lui demander de réfléchir à pourquoi il demande cette ceinture. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait faut qu'il ait lu ou relu les critères, peut-être qu'il se soit fait aider de ses parents. Comme moi, je suis dans une école franco-américaine, j'ai aussi donné un exemplaire en anglais à mes élèves et à leur famille. Donc, quand je communique tout ça en début d'année à mes élèves, je communique aussi aux familles. J'ai un petit texte explicatif pour expliquer. En fait, plus ou moins cette présentation, je leur donne, quoi, mais en anglais. Donc, ils l'ont en français et en anglais, c'est bilingue. Et comme ça, ils peuvent mieux comprendre ce à quoi ça correspond. Et donc, pendant le conseil, quand l'enfant s'est inscrit, eh bien, il va demander à changer de teinture. Je vais lui demander de s'expliquer. Et puis ensuite, tout le monde va pouvoir, enfin, dans la classe, tout le monde va pouvoir donner son avis s'il le souhaite. Donc oui, je pense qu'il peut l'avoir parce que à chaque fois on essaie de motiver sa réponse. Ou bien non parce que. Alors souvent c'est alors oui parce que, mais non parce que. Donc en fait bon, ils savent pas trop. Et puis au bout du compte, je redonne la parole à l'enfant qui demande sa ceinture. Et puis ensuite je donne mon avis. Si j'ai un enfant qui est ceinture marron dans la classe, le grand privilège, enfin, c'est pas un privilège, parce que je veux pas parler de privilège ou de récompense, c'est pas des privilèges ou des récompenses, mais la grande responsabilité plutôt de la ceinture marron, c'est de reconnaître ce statut à l'enfant qui est ceinture marron, c'est-à-dire que il est, il est suffisamment responsable, il peut aussi se détacher du fait que c'est un ami ou pas un ami qui demande sa ceinture, et il va pouvoir donner son avis. Donc, j'ai pas eu beaucoup de ceintures marron. J'ai fait 7 ans dans une classe de CPCE1 en France où j'utilisais les ceintures de comportement. Là, ça fait 4 ans que je les utilise. Donc en tout, on va dire que ça fait 11 ans que je pratique les ceintures de comportement et avec des CP et CE1. Et je crois que des ceintures marron, j'ai dû en avoir 5 en tout, quoi. Voilà, j'en ai pas eu beaucoup. Et, euh, et puis ensuite, oui, on ne peut avancer que d'une ceinture à la fois. Voilà. Bon, ça, en fait, ça, c'est pas toujours vrai parce que, par exemple, il m'est arrivé d'avoir des enfants qui rentraient en CE1 dans la classe et je les faisais pas forcément, ou même des CP parfois, mais je les faisais pas. Pour démarrer, en fait, on démarre pas forcément tous à la blanche. C'est-à-dire qu'un enfant qui montre dès le début euh, qu'en fait il respecte les critères d'une ceinture jaune ou orange, alors on va voir après ce que c'est les critères, bah, il peut démarrer directement à cette ceinture-là. Par contre, par la suite, en général, ça avance d'une ceinture à la fois. Tout avertissement, problème de comportement, d'autonomie ou d'attitude est noté sur un tableau récapitulatif. Donc en fait,
Alors, je vais y venir plus tard, mais bon, je laisse ça pour l'instant, puis j'y reviendrai après. Euh, L'acquisition d'une ceinture se fait en deux temps. Donc, il y a un premier temps de mise à l'essai, plus ou moins long en fonction de la couleur de la ceinture, et une acquisition définitive après la période d'essai. Donc, ça permet le processus. L'enfant s'inscrit au conseil pour demander sa ceinture. Quand ça arrive à l'ordre du jour du conseil, on en parle. Si il respecte les critères, il obtient la ceinture à l'essai dans un premier temps. Moi, je note le jour où il a obtenu cette ceinture. Sur le tableau d'affichage, du coup, il affiche sa ceinture à l'envers. Je vous montrerai un exemplaire du tableau d'affichage. Et puis ensuite, à la fin de la période d'essai, il n'a pas besoin de se réinscrire au conseil. C'est moi qui vérifie sur mon calendrier. Quand il arrive au bout de la période d'essai, eh bien, son cas revient à l'ordre du jour, en quelque sorte, et on discute de si il obtient sa ceinture définitive ou pas. Alors, il arrive parfois qu'il y ait un ou deux critères qui ne soient pas bien respectés, et il arrive qu'on puisse euh, prolonger la période d'essai. Dans ces cas-là, je laisse aussi les autres élèves s'exprimer là-dessus. Est-ce qu'ils pensent que ça mériterait de prolonger la période d'essai ou est-ce qu'en fait, voilà, l'enfant a essayé, mais il n'est pas encore prêt. On lui reconnaît aussi le droit de ne pas être prêt. Et donc, du coup, il n'a pas cette ceinture-là. Il faudra qu'il montre des efforts avant de pouvoir la redemander. Voilà, bon, le 8e point, j'ai déjà expliqué. Alors, les ceintures. Là, la page que je vais mettre après, on va y rester un petit moment parce qu'elle décrit le profil général de chaque ceinture, les critères d'attribution et puis les droits que chaque ceinture attribue à l'élève. Voilà, j'espère que c'est assez grand pour tout le monde. Donc voilà mes 6 ceintures. Encore une fois, bon, les critères, je les ai un petit peu. Alors, je me suis inspiré de critères. Enfin, il y a des années, j'enlève des choses, d'autres j'en rajoute. Ça dépend de l'école dans laquelle je suis. Ça dépend des élèves que j'ai. Euh, j'ai essayé de simplifier au maximum aussi. Puis, en fait, je me suis rendu compte que bah, non, il manquait quand même des choses parfois. Mais par contre, le profil général, ça, je me suis inspiré du bouquin de Sylvain Connac parce que je l'ai trouvé très parlant pour les élèves. Donc, une ceinture blanche, c'est un enfant à qui il arrive de déranger le travail des enfants dans la classe. En gros, la ceinture blanche, c'est tu es un enfant dans la classe, tu déranges les autres, on le sait. Il y a certaines fois sur la description de ceinture de comportement, c'est écrit je grandis. C'est aussi une manière de montrer bah voilà, je grandis, je deviens plus mature. Et donc, bon, bah, un élève qui est plus immature ou qui gêne les autres, ça lui reconnaît quand même le statut de faire partie de la classe, la ceinture blanche. Donc, c'est quand même important de l'avoir. On pourrait se dire qu'entre une ceinture blanche et pas de ceinture, en fait, ça revient au même. Oui, en quelque sorte, mais la ceinture blanche, le droit le plus important que ça ouvre, c'est qu'on participe aux activités de la classe. C'est-à-dire que on va faire partie de toutes les activités de la classe. On ne va pas être mis à l'écart. On va pas. De toute façon, je ne mettrai pas un élève à l'écart, mais ça lui reconnaît le statut de faire partie du groupe classe, en gros, quoi. Voilà. Et du coup, d'accéder aussi au fait d'avoir une responsabilité dans la classe. Je reviendrai un peu plus tard sur la différence entre les responsabilités et les métiers. Euh, on peut participer au conseil et donner son avis, voter. Et puis, on peut avoir un métier facile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut avoir eu 4 avertissements maximum. Alors, peut-être que là, il faudrait que j'aille Je vais aller à la page d'après et puis je reviendrai à celle-ci ensuite. Donc, dans la classe, il y a un cadre qui est les lois de la classe. Donc, ça, c'est pareil, c'est directement inspiré de la pédagogie institutionnelle et puis du bouquin de Sylvain Connac. Donc, la première, c'est ici, c'est une classe, chacun est là pour apprendre. Et ce qui sous-entend, et ce que j'explique à mes élèves, c'est que si on est là pour apprendre, c'est aussi parce qu'on travaille. Donc, en fait, un élève qui n'est pas au travail, qui ne fait pas son travail, il peut avoir un avertissement à la loi numéro 1. La loi numéro 2, c'est ce que les Américains appellent parfois la golden Rule, mais pour moi, ce n'est pas une règle, c'est une loi, quoi. Ici, chacun a le droit d'être tranquille dans son corps, dans son cœur, dans ses affaires. Donc voilà, chacun a le droit d'être respecté, quoi. Que ce soit dans euh, ses émotions, dans sa personne, mais aussi dans son corps physique. On n'a pas le droit de taper sur quelqu'un. Et puis dans ses affaires, on n'a pas le droit de prendre les affaires de quelqu'un sans lui demander. Moi-même, il m'arrive parfois un petit exemple, mais il m'arrive parfois de demander, quand je circule dans la classe et que j'ai besoin d'utiliser un stylo plutôt que de retourner à mon bureau, si je veux utiliser un stylo de mes élèves, je leur demande d'abord, est-ce que je peux utiliser ton stylo? Oui. Voilà. Donc voilà, ces lois-là s'appliquent à tout le monde dans la classe et c'est vraiment
le cadre non négociable que moi j'impose. Et la troisième, c'est ici, l'enseignant n'appartient à personne, mais travaille avec chacun. Ça évite, par exemple, ils comprennent vite quand quand ils viennent me demander que je suis en train de travailler avec quelqu'un, ils viennent me demander, maître, bah non, au bout d'un moment, je travaillerai avec toi, mais quand je serai disponible. Et là, actuellement, je suis en train de travailler avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour éviter ça. Je ne suis pas à leur service, quoi. Je suis là pour les aider, mais je ne suis pas à leur service. Et donc, ça, c'est pour bien distinguer les lois des règles. Pourquoi? Parce que donc, je reviens à cette page-là. J'ai eu 4 avertissements maximum. C'est les avertissements aux lois. Donc, moi, je note, c'est sur la semaine. Et puis, je tiens une fiche de suivi toutes les semaines. Qui a eu des avertissements aux lois? Quelle loi? Est-ce que c'est la 1, la 2 ou la 3? Et puis, j'ai cette fiche de suivi sur toute l'année. Et, et donc, en fait, pour obtenir une ceinture blanche, il ne faut pas enfreindre ces lois plus de 4 fois dans la semaine. Tous les vendredis, j'ai mon conseil. Après, on efface. Moi, je prends note de tous ces avertissements en loi et ensuite, j'efface les avertissements pour la semaine d'après. Et donc, je reviens ici. On a aussi les règles de la classe. Donc, pour bien distinguer les lois des règles, c'est que les lois, c'est non négociable. C'est moi qui impose le cadre. Les règles, par contre, bah, en fait, c'est pour bien vivre ensemble, comme le sous-titre l'indique. C'est on crée nos propres règles, en fait, quoi. Et alors, moi, il y en a certaines que j'ai quand même plus ou moins imposées dans la classe. Par exemple, le code des sons, c'est moi qui l'impose. Mais on explique pourquoi. On pourrait très bien modifier le code des sons. Donc, le code des sons, c'est grosso modo code vert, on peut parler normalement. Code orange, on chuchote. Code rouge, tout le monde se tait. Et puis il y a le code blanc, c'est le président du jour qui donne la parole, qui distribue la parole. Il y a par exemple laisser sa gourde près de l'évier. Eh bien, en fait, dans ma classe, ils ont tous une gourde et au début, ils la posaient à côté de leur table, sur la table ou à côté. Puis régulièrement, ça tombait, ça faisait du bruit. Souvent, il y avait l'eau qui s'écoulait partout, etc. Donc, on en a parlé en conseil. Et puis, on est arrivé à cette règle où on dit, bah voilà, nous, dans notre classe, la gourde, on la met à côté de l'évier. Si on a soif, on se déplace pour aller boire. Mais on a compris pourquoi on faisait ça. Ranger les chaises sous les tables, c'est pareil. C'est parce que y en a certains qui se sont tapés dans les chaises, qui sont tombés ou qui se sont fait mal. Voilà. Il y a eu d'autres règles. Là, c'est qu'un exemple. J'ai pas toutes les règles de la classe ici. Il y en a eu. Et puis il y en a certaines parfois qu'on a enlevées. Par exemple, j'ai eu un hamster dans la classe. Mais il y avait des règles par rapport à ce hamster, et puis le hamster est mort, bah, du coup les règles elles n'ont plus besoin d'être là, donc on les enlève, quoi. Donc voilà, les règles c'est mouvant, les lois de la classe c'est fixe. Mais les règles c'est important, parce que quand on ne respecte pas les règles de la classe, ça veut dire qu'on gêne aussi les autres. Et là il y a une différence entre gêner et puis donc les lois de la classe. Pourquoi je parle de gêner? Parce que alors je vais sauter directement à la ceinture orange. La ceinture orange c'est justement je ne dérange pas la classe. Ça veut dire que je respecte les règles. J'ai jamais de gêne. Donc, quand je gêne la classe, j'obtiens une barre de gêne. Donc, j'ai 2 tableaux dans la classe, concrètement, deux grands tableaux blancs, là, avec les feutres ardoises. Et donc, il y a un tableau, quand un enfant a eu un avertissement à la loi, ben, j'écris son prénom, je mets une petite barre à côté. Et puis, sur l'autre tableau, c'est les gènes. Donc, si un enfant a eu une gêne, c'est pareil, je lui mets une petite barre à côté de son prénom. Et donc, à la fin de la semaine, je tiens compte aussi de ce nombre de gènes et je regarde si l'enfant a gêné ou pas. Quelqu'un qui a eu des gènes, ben, il ne peut pas être ceinture orange, en fait, parce qu'il gêne la classe. Il gêne la classe parce qu'il ne respecte pas le code des sons. Il gêne la classe parce que quand on est tous ensemble, plutôt que de lever la main et attendre pour être interrogé par le président du jour, ou par moi si ce n'est pas avec le président, eh bien, il gêne parce qu'il prend la parole comme ça, donc il ne respecte pas son tour de parole. Donc, il y a une différence entre les avertissements loi et les gènes. Quelqu'un qui est ceinture jaune, bah, il est un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait des efforts pour ne pas gêner, justement. Et donc, bah, quelqu'un qui fait des efforts pour ne pas gêner, on va lui offrir un droit supplémentaire, c'est-à-dire que théoriquement, quand on a une ceinture blanche, on reste à sa place. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se déplacer dans la classe librement parce qu'on est susceptible de gêner les autres. Donc, on doit être sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Vraisemblablement l'adulte. Et puis après, s'il y a une ceinture très élevée, ça pourrait être une ceinture élevée qui pourrait gérer ça si c'est pas trop lourd. Mais quelqu'un qui est ceinture jaune, bah, voilà, c'est quelqu'un qui a le droit de se déplacer sans avoir à demander l'autorisation. C'est le droit le plus important que ça ouvre parce qu'à chaque fois les droits, il faut aussi que ça motive les enfants à obtenir la ceinture d'après. Donc c'est ce que ça dit quand j'écris avoir mon permis de circuler dans la classe.
Voilà. Et puis, on peut assurer une responsabilité sans avoir besoin d'être coaché par quelqu'un d'autre aussi. Ça c'est intéressant. Euh, Quelqu'un qui est ceinture orange, c'est quelqu'un qui ne gêne pas la classe. Donc là, voilà. Ça permet aussi de demander. Donc là, le droit qui motive, euh, enfin, il y en a plusieurs. En fait, le premier, c'est postuler aux métiers difficiles. Donc là, je vais peut-être parler des métiers et des responsabilités. Donc je crois que c'est sur une page d'après. C'est où? Voilà, métiers et les responsabilités. Donc les métiers dans la classe, bon, on a tous des métiers ou des responsabilités, hein. Les métiers, moi, dans ma classe, il y a donc euh, les métiers, on les obtient, on les demande au conseil, et puis une fois qu'on a obtenu son métier, en gros, on a son métier pour l'année, quoi. Sauf si on fait mal son métier, ou sauf si on en a marre et qu'on dit en conseil, je ne veux plus le faire. Euh, une responsabilité, en fait, ça a un temps donné. Une responsabilité, la grosse différence, c'est que pour avoir un métier, il faut une ceinture de comportement. Donc, il y a les métiers qui sont reconnus comme étant faciles, qui sont à l'intérieur de la classe. C'est les métiers pour lesquels on a besoin de la ceinture blanche, donc. Et puis après, il y a les métiers difficiles. C'est les métiers souvent aussi qui vont demander ce qu'on fasse plus confiance à l'élève parce qu'il va être obligé de sortir de la classe. Donc, c'est les facteurs. Le panier, c'est parce qu'en fait, on a les lunchbox, les petites boîtes là, avec leur déjeuner dedans. Quand ils reviennent de la récréation le midi, il y a 2 élèves qui vont chercher le panier qui est resté dans la cafétéria. Et nous, il faut savoir qu'on a une école qui est sur 4 niveaux, donc ils doivent descendre 2 étages et remonter 2 étages pour arriver à la classe. Donc ça ne se fait pas sous la supervision d'un adulte, donc il faut pouvoir leur faire confiance. Le remplaçant, il est susceptible de faire n'importe quel métier, donc y compris facteur au panier. Et puis le matériel réserve, c'est qu'en début d'année, je leur demande toute une réserve de fournitures, de stylos, etc. Et puis j'ai mis ça dans une boîte. Et en fait, il y a un enfant qui est responsable de la réserve tous les matins pendant l'accueil dans la classe. On a un quart d'heure avant de commencer la classe. Les enfants peuvent venir lui demander quelque chose dans leur propre réserve, mais pour éviter qu'ils gaspillent un petit peu leurs affaires, il y a quelqu'un qui est responsable de ça, quoi, pour essayer d'éviter le gaspillage. Donc là aussi, il faut qu'on puisse faire confiance à cette personne, c'est-à-dire il ne va pas aller piquer dans les sacs des autres, par exemple. Les responsabilités, elles ont un temps plus limité. On est responsable pendant une semaine, puis la semaine d'après, on change de responsable. Donc, il y a président du jour, c'est pendant tous les moments de parole, c'est celui qui donne la parole. Il y a le gardien du temps, il y a le responsable du cahier des gêneurs, parce qu'il y a un enfant qui peut aussi circuler et puis donner des gênes à ceux qui respectent le code des sons, par exemple, pendant le conseil ou le quad neuf, etc. Euh, j'ai quoi d'autre comme responsabilité? Alors, en fait, dernièrement, par exemple, en conseil, il y a des enfants qui ont demandé à ce que chef de rang et portier, ça devienne des responsabilités, ce ne soit plus des métiers. Parce qu'en fait, les chefs de rang et les portiers sont toujours devant. Et donc, quand on arrivait à la cantine, c'était toujours les mêmes qui étaient les premiers dans la ligne. Et il y en a certains qui ont trouvé que c'était pas juste. Et alors que maintenant que c'est devenu des responsabilités, comme on change de responsable toutes les semaines, bah, toutes les semaines, il y en a 4 qui sont toujours les premiers à être devant, mais ils savent que ça va tourner. Et, euh, et parce qu'en fait, on a un cuisinier qui donne à manger. Il y a certains enfants qui ont leur lunchbox, mais il y en a d'autres qui ont la nourriture avec le cuisinier. Donc ça permet à tout le monde d'être devant dans le rang. Je reviens en arrière pour ne pas me perdre. Donc voilà, quand on est ceinture orange, on peut postuler au métier difficile. On peut aussi aller, donc sortir de la classe pendant le travail en autonomie sans avoir besoin de le demander. Il suffit juste de me le dire. C'est une grosse différence. Quand on est en ceinture blanche ou ceinture jaune, on va me dire est-ce que je peux aller aux toilettes? Et du coup, je vais dire oui. Quand on est ceinture orange ou plus, on a juste à me prévenir je vais aux toilettes. D'accord, vas-y, je te fais confiance. Et puis on a le permis de circuler dans l'école en étant accompagné d'une ceinture plus forte. Donc on peut être en fait, on peut faire les métiers difficile si on a aussi une ceinture plus élevée dans la classe ou si on est avec une autre ceinture orange. Ceinture verte, la différence entre la verte et la orange, c'est que le profil général de quelqu'un qui est ceinture orange, c'est qu'il ne gêne pas la classe, mais par contre, il peut être tout à fait égocentrique, enfin auto-centré, ne pas s'occuper de la vie de la classe, ne pas s'occuper des autres. Alors que quelqu'un qui est ceinture verte, ben, c'est quelqu'un qui commence à aussi penser aux autres parce qu'il rend des services à la classe. Voilà. C'est la grosse différence. Et là, pour le coup, on a le permis de circuler dans l'école et on peut être responsable d'un petit groupe dans la classe quand il y a des groupes de travail. Hum, je ne détaille pas tous les critères, hein, je pense que voilà, c'est assez parlant, quoi. Après, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser tout à l'heure, peut-être, ou maintenant si vous voulez. Mais... La ceinture bleue, la différence avec la verte, c'est que
on comprend, ça va au-delà de rendre, de rendre des services à la classe. C'est que je pense aux intérêts de la classe avant de penser aux miens. Je suis assez grand. Tout à l'heure, je parlais de je grandis. Je suis assez grand dans ma tête, je suis assez mature pour comprendre que parfois, bah, il y a une décision qui va pas forcément m'être favorable. Mais si je comprends que c'est mieux pour le groupe, pour tout le monde, ben je vais être d'accord avec cette décision, quoi. Ça peut arriver en conseil. Là, j'ai pas d'exemple précis, mais c'est, ça demande un niveau de maturité et de responsabilité un peu plus élevé que la verte, quoi. Euh, du coup, quelqu'un quelqu'un qui est ceinture bleue, bah, faut aussi les motiver à avoir la ceinture bleue. Donc, c'est quelqu'un qui peut choisir son métier, s'il n'est pas déjà pris, et puis qui peut être aussi coprésident du conseil de coopération. Et alors ça, déjà, c'est un grand pas en avant, quoi, parce qu'ils sont coprésidents avec moi. Ou, ou parfois avec quelqu'un qui serait ceinture marron, si éventuellement c'est le cas, si j'en ai dans la classe. Et la ceinture marron, bah, c'est quelqu'un qui est en mesure d'être référent pour le fonctionnement de la classe. Donc là, euh, c'est j'ai coutume de dire à mes élèves, c'est pas des teacher assistants parce que j'ai pas de teacher assistant dans la classe, quoi. C'est leur statut, c'est pas de devenir un teacher assistant. Leur statut, c'est de dire, je te reconnais cette maturité et ce degré de responsabilité. Je sais que si à un moment donné je vais m'absenter de la classe, je sais que tu vas pas me remplacer parce que tu peux pas remplacer l'adulte et l'enseignant dans la classe. Mais je sais que tu vas être aussi, en général, une ceinture marron, elle est respectée aussi par les autres. C'est-à-dire que les autres lui reconnaissent le droit d'être marron parce que c'est quelqu'un qui est passé par toutes les autres ceintures à l'avance. Et puis, ben, presque, enfin, je n'ai pas envie de faire de la méritocratie, mais presque en général, c'est mérité quand même, quoi. Enfin, en tout cas, c'est reconnu. C'est pas mérité dans le sens où, encore une fois, c'est pas une récompense ou un privilège, mais c'est reconnu. On a un statut qui est reconnu par les autres. Donc en général, on va être respecté par les autres. Maintenant, je ne mettrai pas non plus, c'est comme pour une ceinture verte qui serait responsable d'un groupe. Je reste le garant de tout ce qui se passe dans la classe, je reste le garant de ce qui se passe entre les élèves, et je ne vais pas, euh, comment dire, il y a, je trouve plus le mot en français. Il y a un mot en anglais qu'ils utilisent, ils disent accountable. Je le prononce très très mal, mais c'est plus que responsable. C'est-à-dire, je pourrais pas. Il y a l'idée de rendre des comptes. Je ne demanderai pas à un enfant qui est ceinture verte ou bleue ou marron de rendre des comptes euh, euh, comme si c'était un adulte. C'est pas possible, quoi. Voilà. Le droit que ça ouvre une ceinture marron, il y a deux droits principaux. C'est être président du conseil de classe. Donc là, pour le coup, je ne suis plus président, moi. Et je vais lever la main comme les autres pour intervenir. Et puis participer à la décision des ceintures de comportement. Et ça c'est le, ça motive beaucoup à être ceinture marron. Voilà. On a une question, Olivier, qui est, alors je l'ai pris un peu en retard, je suis désolé, Marie-Laure. Est-ce qu'il est possible de perdre la ceinture blanche? Alors je ne sais pas si tu allais en parler ou si. Ouais, je vais en parler. Alors, en fait, normalement, une ceinture de comportement, une fois qu'on l'a obtenue, on ne peut pas la perdre. Une fois qu'on l'a obtenue de manière définitive, je parle. On ne peut pas la perdre. C'est pas régressif. Maintenant, il arrive qu'un enfant, parce qu'il s'est passé des choses dans sa vie ou je sais pas, ben, il était censé respecter ces critères-là, puis il les respecte plus parce qu'il n'y arrive plus. Voilà. Alors, il y a deux ceintures, et j'y viens là, deux ceintures particulières. Il y a la ceinture dorée qui reconnaît le statut de grand gêneur. Donc, si un enfant a trop de gêne, il perturbe trop la classe, euh, eh bien, il va avoir la ceinture dorée, donc du coup, ça devient l'autonomie zéro. C'est comme si on redevenait sans ceinture. Voilà, c'est comme si on perdait sa ceinture. Donc, ça peut être quelqu'un qui est en ceinture blanche ou jaune ou orange. Ça peut être à n'importe quel niveau. Euh, alors, évidemment, ça va pas arriver comme ça va pas tomber par hasard. Ça va être, comme je disais, moi, je garde une trace de toutes les gènes ou tous les avertissements en loi que les enfants ont pu obtenir, enfin ont pu accumuler. Et si un enfant d'un seul coup il se retrouve avec, je sais pas moi, 10 gènes dans la semaine ou 12 gènes parce que clairement il fait exprès de gêner les autres alors qu'avant il ne le faisait pas, etc. Bon, bah, on va en parler en conseil. Et puis moi je vais motiver ma décision en conseil. Voilà. Et le statut de grand gêneur, la ceinture dorée, bah, il n'y a pas de période prédéterminée, ça va être en fonction de la situation, c'est un peu au cas par cas. Et euh, voilà. Donc c'est un peu le moment où on peut perdre sa ceinture. Ce serait quelqu'un donc qui a vraiment accumulé beaucoup de gènes.
La ceinture rouge, alors les ceintures dorées, ça m'est arrivé d'en donner, mais très rarement quand même. Je disais, ça faisait 11 ans que je pratiquais les ceintures de comportement. Et en tout et pour tout, je crois que la ceinture dorée. Alors, ça m'arrivait de menacer avec la ceinture dorée, enfin menacer, de rappeler que, attention, s'il y a trop de gêne, ça peut arriver à une ceinture dorée. Mais effectivement, j'ai dû avoir 2 élèves qui ont eu la ceinture dorée dans ces 11 ans-là. Et puis la ceinture rouge, en fait, ce serait quelqu'un qui a eu en fait, beaucoup d'avertissements. La loi numéro 2, celle qui dit qu'on doit respecter les autres. Et donc, c'est quelqu'un qui va être dangereux soit pour lui-même, soit pour les autres. Et, euh, et là, en fait, bon, on doit rester à côté de l'enseignant, même pendant les récréations, les sorties, même dans la classe, ça peut être. Enfin, on est obligé d'avoir un petit peu l'enseignant comme chaperon à tout moment, quoi. Mais la ceinture rouge, je l'ai jamais donnée. Voilà, j'ai jamais eu besoin d'en donner une. Et puis pour récupérer sa ceinture, quand on est doré ou rouge, eh bien, soit l'élève va redemander sa ceinture en montrant qu'il a fait des efforts, ou bien c'est l'enseignant qui va remettre ça à l'ordre du jour, quoi. Et puis là, vous avez les temps d'essai aussi, donc voilà, j'ai trouvé que c'était simple de le faire comme ça, donc plus on monte dans les ceintures et plus la période d'essai dure longtemps, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une partie. Moi, j'ai 16 élèves dans ma classe actuellement, j'en ai 10 en CE1 et 6 en CP. Donc là, ils sont mélangés, les CP et les CE1. Il n'y a qu'une partie du tableau, parce qu'évidemment, il n'y a pas tous mes élèves, mais c'était pour vous donner un aperçu de ce qui est affiché dans ma classe. Donc, dans ma classe, là, on voit les ceintures qui sont définitives, les ceintures qui sont à l'essai. Voilà. Et donc, pour ça, j'utilise des fiches de suivi, donc pour les gènes, pour les avertissements en loi, et puis aussi, je note quand est-ce qu'ils ont obtenu la ceinture. Voilà. J'avais envie de faire le lien avec le conseil de coopération, parce qu'en fait, j'ai un conseil toutes les semaines dans la classe, le vendredi, qui permet de réguler la vie de la classe, construire le cadre législatif du groupe et organiser les projets. Donc le principe, voilà, c'est que ça va leur permettre de s'exprimer sur ce qui se passe dans la classe, régler des problèmes, des conflits éventuellement. Alors, pas vraiment régler des conflits entre les élèves, parce que pour ça, j'utilise la technique des messages clairs. Donc normalement, ça ne devrait pas arriver jusqu'au conseil. Maintenant, si vraiment les messages clairs, ça n'a pas marché, ou il a fallu une répétition et puis qu'il y a un enfant qui continue à avoir un comportement qui n'est pas acceptable, ça peut arriver au conseil. Mais en général, le rôle du conseil, c'est pas de régler des conflits entre les élèves. C'est vraiment, sauf si on arrive vraiment à un seul membre. C'est plutôt des problèmes. Par exemple, moi j'ai une élève qui s'était inscrite cette année en disant j'ai des problèmes avec les Lego parce que j'ai une boîte de Lego dans la classe et ils peuvent laisser les Lego qu'ils ont construits sur une petite étagère. Et puis en fait, à un moment donné, ça débordait un peu, quoi. Voilà. Donc elle avait des problèmes avec les Lego. Donc c'est plutôt des problèmes comme ça qu'on va aborder en conseil. Euh, J'avais une autre élève qui était responsable du matériel réserve, qui a eu un problème avec ça, qui s'est inscrite pour dire, voilà, moi j'ai un problème avec le matériel réserve parce qu'en fait, ils sont censés venir me demander pendant l'accueil du matin, puis en fait, il n'y a personne qui vient me demander parce qu'ils préfèrent aller jouer au Lego, puissance 4 ou autre. Et puis après, quand on est dans la classe, moi je suis en train de travailler, c'est là où ils viennent me demander. Donc ça me pose un problème. Donc, voilà. Donc des fois, quand quelqu'un pose un problème au conseil, il apporte déjà un peu la solution et puis les autres peuvent s'exprimer sur la solution. Donc en gros, le conseil de coopération, il permet de discuter donc soit de problèmes, soit de proposer des idées. L'année dernière, par exemple, j'avais eu des, des exemples d'idées. Est-ce qu'on pourrait avoir un pyjama day dans la classe? Donc c'est un jour où on vient, ça se fait beaucoup aux États-Unis, on vient tous en pyjama toute la journée et on fait la classe en pyjama. Euh, et alors moi je leur avais posé la question au conseil, d'accord, mais en quoi ça rentre dans le cadre des lois de la classe, quoi? Euh, et qu'est-ce qu'on va apprendre en fait avec ça, par exemple? Et donc, ils avaient été obligés de trouver les arguments, mes élèves, et ils avaient trouvé, ça va créer un climat de classe, on va tous vivre un moment spécial ensemble, et du coup, ça va souder un peu la classe. Enfin, ça, c'est mes mots, évidemment, ils ont pas utilisé ces mots-là pour l'exprimer, mais ça voulait dire ça, quoi. Je dis d'accord, ça rentre dans le cadre de la loi numéro 1, on va apprendre des choses, donc faisons un pyjama day. J'ai eu une proposition de sortie au musée. J'ai eu proposition d'une sortie scolaire sur une journée pour aller à la plage. Voilà, puisqu'on n'est pas loin de la côte. Donc voilà des, des exemples d'idées qui peuvent donner un conseil. Le conseil, donc, c'est les problèmes, c'est les idées, c'est aussi, mais je crois que j'ai ça là, voilà. Je peux aussi remercier quelqu'un ou féliciter quelqu'un, et puis encore, je demande la ceinture. Voilà. Et à chaque fois, donc, j'ai ces petits papiers d'inscription. Euh,
qui permettent, c'est une collègue qui m'avait filé ça, je ne sais même pas si c'est elle qui l'avait fabriqué, je crois qu'elle l'avait trouvé quelque part, je ne sais plus. Mais moi, j'avais rajouté celle pour les ceintures. Et, euh, et à chaque fois, il y a le pare-ce-que quand même. Enfin, ils sont obligés d'écrire quelque chose, donc ils peuvent se faire aider par quelqu'un, par moi ou par un autre élève. Et ils doivent signer et puis mettre la date. Ça permet de gérer l'ordre du jour ensuite du conseil. Voilà. Euh, la coopération dans la classe, je voulais mettre ça parce que ça, justement, j'expliquais au tout début que, donc, il y a 1 an et demi, j'avais participé à un stage MLF sur la coopération mené par Sylvain Connac. Et en revenant dans mon école, j'avais fait une présentation et ça, c'était une des diapositives de ma présentation. C'est ce que nous avait expliqué Sylvain, c'est que la coopération dans une classe, c'est comme une boîte à outils. Et donc, en fait, les ceintures de comportement, bah, ça fait partie, c'est un dispositif qui rentre dans cette boîte à outils. C'est un des outils qui permettent de générer de la coopération dans une classe, quoi. Donc, voilà. J'avais trouvé que c'était. Alors, évidemment, je n'ai pas le temps de parler de tout ça, mais il y a certainement des choses dont vous avez déjà entendu parler. Mais ça permet de remettre les ceintures de comportement, c'est pas un dispositif qui est isolé dans la classe, quoi. Ça fait partie d'un tout. Et juste pour exemple, parce que j'y pense, euh, les ceintures marron, je vous disais que j'en ai pas eu beaucoup. Ça m'a donné aussi, j'en ai eu que 4 ou 5, je crois, en 11 ans. J'en ai une actuellement qui est à l'essai. Et en fait, c'est quelque chose qui est intéressant parce que j'ai aussi utilisé les ceintures euh, plus pour les disciplines scolaires, c'est-à-dire des ceintures en français et en maths notamment. Euh, et j'ai des élèves qui obtenaient des ceintures élevées, par exemple en calcul ou en grammaire. Et puis par contre, en comportement, ils n'avaient pas une ceinture très élevée. Mais à l'inverse, je me rappelle d'une enfant quand j'étais dans les Pyrénées qui avait un- comment dire, une histoire familiale assez lourde. Elle avait perdu sa maman quand elle était toute petite. Enfin voilà. Le papa avait eu des problèmes. Enfin bon, c'était assez compliqué. En plus, cette gamine était dyslexique, donc bref, elle cumulait un peu la pauvre. Mais à un moment donné, en fait, elle s'est emparée des ceintures de comportement parce que tout ce qui était ceinture académique, discipline scolaire, elle n'arrivait pas. Enfin, elle galérait en lecture, elle galérait, du coup, elle galérait en maths aussi. Enfin, elle galérait un peu partout dans toutes les disciplines scolaires. Mais par contre, en comportement, elle a compris que ben ça n'avait rien à voir avec son niveau scolaire, quoi. Et qu'en comportement, en fait, elle pouvait montrer qu'elle était grande. Et donc, ça a aidé à ce qu'elle prenne confiance en elle, énormément. Et elle voulait tellement obtenir sa ceinture marron, parce que 2 de ses amis l'avaient obtenue aussi, qu'elle a fait tout ce qu'il fallait pour ça. Il y avait notamment ce premier critère qui est je ne me décourage pas devant une difficulté. Et en fait, elle a redoublé d'efforts dans son travail et ça lui a permis d'énormément progresser en lecture. Alors, ça n'a pas réglé toutes ses difficultés, hein. Quand elle est passée en CE2 dans la classe de ma collègue, elle a continué à avoir des difficultés, évidemment. C'est pas miraculeux, mais ça a encouragé une attitude par rapport au travail qui a fait elle est passée d'une attitude passive à une attitude active. Et ça, c'était un grand gain, quoi, en fait. Et puis à l'époque, quand j'étais dans les Pyrénées, on était 3 classes et on avait on utilisait les ceintures de comportement dans nos 3 classes. Et l'année où je suis parti, on a aussi harmonisé nos ceintures de comportement. Dans l'idée de, bah voilà, quand on passait de la classe maternelle à ma classe en CP, bah, on ne perdait pas une ceinture qu'on avait obtenue en grande section, par exemple. Et puis, même chose, quand on passait de CE1 à CE2, on changeait de classe, mais on gardait cette ceinture. Alors, j'ai pas pu le pratiquer parce que je suis parti l'année où on s'était mis d'accord pour harmoniser toutes ces ceintures-là. Donc, ça a été mis en place l'année d'après. Mais je crois que mes anciennes collègues continuent à utiliser ça. Voilà. Et pour finir, voilà, bah, la bibliographie, donc apprendre avec les pédagogies coopératives et, euh, et mon adresse email, mais vous l'avez déjà. Donc je vais peut-être voilà, je vais enlever le diaporama, je vais revenir à la présentation qui est là. Et puis bah, maintenant, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir soit en branchant son micro ou par le chat, je peux répondre à des questions s'il y en a. C'est variable. Combien de temps dure le conseil d'école? C'est variable.
Entre le début de l'année et puis le milieu de l'année, c'est vraiment là. En général, au début de l'année, 30 minutes, c'est un grand maximum. C'est plutôt de l'ordre de 25 minutes. Mais en même temps, moins de 30 minutes, c'est difficile d'aborder, de prendre le temps euh, de vraiment aborder les choses pour lesquelles les enfants se sont inscrits au conseil, quoi. Donc 30 minutes, c'est vraiment en général un minimum. Puis ça peut aller jusqu'à 45 minutes. Ça m'est arrivé de faire des conseils de 45 minutes. Et franchement, les enfants tiennent, quoi. Alors là, maintenant, je suis dans une situation, en étant aux États-Unis, c'est une école, c'est une classe bilingue, donc ils sont en anglais et en français. Et bah, c'est un moment de parole. Donc le, là, en fait, c'est une classe bilingue. Donc ceux qui préfèrent s'exprimer en anglais, bah, ils s'expriment en anglais. Ceux qui préfèrent s'exprimer en français, ils s'expriment en français. Parfois, quelqu'un va s'exprimer en français, la réponse va être en anglais. Enfin voilà. Moi, je suis l'enseignant en français, donc j'enseigne en français. Donc je parle en français pendant ce conseil. Mais, euh, mais voilà. Donc allez, en général, à partir de maintenant, là, mon conseil il commence à durer plutôt 40-45 minutes, quoi. Voilà. Et puis, alors, pour s'inscrire au conseil, je vous ai montré les petits papiers là tout à l'heure. Donc, j'ai une réserve de petits papiers vierges. Ils s'inscrivent et puis ils le posent dans une boîte. Et puis, moi, au début de chaque conseil, je suis le secrétaire de toute façon par défaut. Donc, en début d'année, je cumule et le président du conseil et la fonction de secrétaire du conseil. Par la suite, quand j'ai des ceintures bleues, j'ai des coprésidents. Et puis, ceinture marron, je vais avoir des présidents. Mais je reste secrétaire. Donc j'ai mon cahier, j'ai un gros cahier dans lequel je note tout ce qui est dit. Et, et donc pourquoi je disais ça Oui, parce que pour s'inscrire au conseil, maintenant j'utilise ces petits papiers, mais j'ai pas toujours utilisé ça. J'ai utilisé pendant longtemps un cahier dans lequel ils s'inscrivaient. Et du coup, l'idée c'est qu'on prenait dans l'ordre chronologique. Et, euh, et en fait, depuis quelques temps, avec ces petits papiers, je fais plus forcément dans l'ordre chronologique. Enfin, j'utilise un peu l'ordre chronologique, mais j'essaie aussi pour que ce soit pas toujours, par exemple, on va parler des ceintures de comportement ou on va parler de j'ai un problème. J'essaie de, je les laisse, je fais 5 paquets en gros, quoi. Donc j'ai mon paquet de je remercie, mon paquet de je félicite. Ça, en général, il faut que ce soit fait assez rapidement. On va pas attendre 3 semaines, sinon ils vont oublier pourquoi ils remerciaient quelqu'un. Puis en général, il n'y a pas besoin d'en parler longtemps. C'est juste, je remercie un tel parce qu'il m'a aidé cette semaine. Enfin, voilà. Et ou je félicite un tel parce que la semaine dernière, il a eu sa ceinture de comportement. Bon. Et, et ensuite, il y a 3 grands pôles, c'est les ceintures de comportement. J'ai eu un problème avec quelque chose, là ça peut prendre du temps d'en discuter, ou je propose une idée. Et donc je fais mes 3 tas. Dans chacun des tas, c'est dans l'ordre chronologique. Ou bien si je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment important, je vais expliquer pourquoi je le fais passer avant, pour essayer de gérer aussi les frustrations de je me suis inscrit il y a déjà longtemps et jamais ça arrive à moi. Voilà. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Non, apparemment pas de question. Je sais pas. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que du coup, vous avez un conseil dans vos classes? Est-ce que vous utilisez les ceintures de comportement dans vos classes? Et en quoi, si oui, en quoi ça diffère de ce que je vous ai présenté ou voilà. Alors, d'accord, merci. Oui, je les ai utilisés en CE1, mais j'ai trouvé que cela prenait beaucoup de temps. Merci beaucoup pour l'exemple de la ceinture marron. Moi, j'ai une petite anecdote, notamment. Euh, il y a un élève à un moment donné qui m'a forcé à modifier les critères d'attribution des ceintures. C'était un élève qui était en CE1 il y a un moment de ça parce que j'étais encore en France. Et, euh, et à l'époque, je leur demandais, ma classe donnait directement sur la cour de récréation. Et donc à chaque fin de récréation, je leur demandais de se ranger 2 par 2 en silence devant la porte de la classe pour bien faire la transition entre la récréation et la classe. Enfin, voilà, c'est un peu un classique. Et puis après, donc, on rentrait dans la classe. Et puis, donc, un des critères d'attribution, je crois que c'était la ceinture blanche ou jaune, il y avait justement, je me range en silence. Et puis, un jour, on discute de son cas, il demandait la ceinture jaune, et puis je dis à cet élève, oui, mais tu vois, quand on rentre dans la classe, à chaque fois, tu discutes. Il me dit, oui, mais ça, c'est pas dans les critères. Le critère, c'est je me range en silence et je suis rangé en silence. Après, quand on commence à se déplacer pour rentrer dans la classe, c'est plus je suis rangé en silence devant la classe, donc je peux recommencer à parler.
Et là, je suis ouais, d'accord. T'es un malin, toi. Et, euh, et donc, bon, bref, je sais plus comment je m'en étais sorti. J'imagine qu'il n'avait pas eu sa ceinture pour autant ce jour-là. Mais il m'avait forcé à réfléchir aux critères. Donc, c'est un petit peu la difficulté au début, c'est de bien réfléchir à quelles sont nos attentes. Parce qu'en fait, voilà, il y a des idées de ceinture dans le bouquin de Sylvain Connac. On en trouve plein sur le net aussi. Mais est-ce que les critères qu'on trouve nous conviennent à nous? Est-ce que ça convient à la situation de notre classe, aux élèves qu'on a? D'une année sur l'autre, on peut aussi avoir des élèves qui vont plus nous challenger que d'autres, enfin voilà, qui vont nous faire réfléchir. Moi, c'était le cas avec ce gamin-là. Donc c'est très important en début d'année de réfléchir au cadre que ça va imposer. Parce que moi, là, par exemple, la toute première année où j'ai utilisé les ceintures de comportement, j'avais pris des ceintures que moi, j'avais pas créées, que quelqu'un d'autre avait créées. Et en fait, je m'y retrouvais pas du tout, du tout, du tout. J'ai fini par, enfin, en fait, l'année d'après, j'ai arrêté parce que je m'y retrouvais pas. Et j'ai repris qu'un an après, parce que du coup, j'avais créé les miennes. Alors, en m'inspirant de critères que j'avais vus ailleurs, hein, parce qu'on peut pas toujours penser à tout, mais j'avais pris le temps de bien réfléchir à ça, quoi. Et puis, tous les ans, j'y réfléchis, quoi. Là, par exemple, le document où on voit toutes mes ceintures, il s'appelle Ceinture de comportement Fasri version 4, je crois. Parce que c'est la quatrième version que j'ai créée, quoi. C'est même pas la première, enfin, c'est plus la même que la première année où j'étais dans l'école où je travaille maintenant, quoi. Et voilà. Et alors, en maternelle, donc quand j'étais en France, la collègue avait commencé à les utiliser en maternelle. Euh, alors, elle le faisait pas avec les petites, elle avait des tout petits, petits, moyens, grands. Elle le faisait pas avec les tout petits et les petits. Par contre, elle faisait avec les moyens et les grands. Elle avait pas autant de critères. Il y avait moins de critères. Il y avait moins de droits aussi. Et puis, en tout, il y avait moins de couleurs. Euh, Elle devait avoir que 4 couleurs, je crois, quelque chose comme ça. Mais elle le faisait, elle avait un conseil par semaine aussi, et un moment où elle discutait des ceintures avec ses élèves. Et ça marchait bien. Est-ce que tu as un exemple où tu pourrais en avoir un, Olivier? Je me souviens plus de quels étaient ces critères. Je sais pas si, je sais pas. Peut-être que je pourrais. Non, je vais pas retrouver en plus. Je l'ai plus là. Comme j'avais fait un peu de ménage dans mon ordinateur, donc je crois pas que je vais avoir ces Ok. ceintures-là. Est-ce que tu sais si peut-être on peut en trouver? On trouve quand même pas mal de ressources sur la Oh coopération bah, maternelle. ouais, ouais, quand on fait ceinture de comportement, qu'on va sur Internet, on va en trouver plein, hein. Après, voilà, ce que je disais, je pense qu'il faut en lire plusieurs, faut voir un peu partout ce qu'il y a et puis voir ce qui nous convient le mieux, quoi. Encore une fois, moi, je recommande aussi beaucoup le livre de Siva parce qu'il est très explicite. Il est, il donne plein de conseils pratiques et en même temps, il y a la théorie qui va avec, quoi. C'est-à-dire que c'est complet, quoi. C'est pas juste un livre théorique, c'est pas juste un livre pratique. Il y a vraiment les deux et, et c'est intéressant. Après, moi, j'ai l'édition de 2008, je crois. Je ne sais pas s'il y a eu une réédition de 2009. Je ne sais pas s'il y a eu des rééditions, mais je sais par exemple, je prends un exemple sur quelque chose qu'il y avait dans le livre, c'est un chapitre qui s'appelle l'aide, l'entraide et le tutorat. Il explique comment mettre en place le tutorat. Et c'est quelque chose que j'avais mis en place à l'aide du bouquin dans ma classe quand j'étais en Pyrénées, dans les Pyrénées, donc il y a une dizaine d'années. Et puis je l'avais abandonné parce que ça marchait pas. Le dispositif qu'il décrivait dans le bouquin, ça marche. Enfin, je m'y retrouvais pas. Et puis en fait, au stage auquel j'ai assisté il y a un an et demi, euh, eh ben, il a réexpliqué le tutorat et en fait, il avait évolué dans sa pratique du tutorat, dans ce qu'il présentait. Et là, je me suis retrouvé. Grosso modo, la différence, c'était dans ce qu'il décrivait dans le bouquin, le tutorat, c'était en fait une paire d'enfants. Il y avait un enfant qui était le tuteur de l'autre. Voilà. Plus ou moins, c'était ça. Donc souvent, c'était un élève qui était plus âgé, qui était le tuteur de l'autre. Donc, on était soit dans la situation du tutoré, soit dans la situation du tuteur. Le tutorat, comme il nous l'a présenté en stage il y a un an et demi, c'est qu'en fait, il parle bien de tutorat, c'est-à-dire que tout le monde peut être ou bien tutoré ou bien tuteur, en fonction des besoins, en fonction des moments. Et ça fonctionne avec un passeport de classe, donc on a un passeport qu'on va aller poser sur le bureau de quelqu'un si on a besoin d'aide. Et ce qui était très important aussi, c'est qu'il y a une formation au tutorat. On apprend à devenir ou bien un tuteur ou bien un tutoré. Et donc il y a des mises en situation, etc., des petits jeux de rôle à faire. Et, euh, et ça, dans les ceintures de comportement, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. C'est en fait chaque fois qu'on met en place un système,
je pense qu'il faut former nos élèves à ce système. C'est un outil, en fait. Quand je présentais la diapositive tout à l'heure avec la coopération, une boîte à outils, les ceintures de comportement, c'est un outil. Et on apprend à se servir d'un outil. Un mécano, il apprend à se servir de ces outils pour réparer les voitures, quoi. Ben là, c'est pareil avec ça. C'est un outil, donc on leur apprend à s'en servir. Donc, on va les accompagner. Moi, au début, les ceintures de comportement, je leur explique, je fais le parallèle avec le judo, puisque ça vient de là. Euh, et, et voilà, quoi. Donc, et il y a une chose, j'y pense, je vois pas d'autres questions, donc j'en profite, je rebondis. Euh, Moi, je ne l'ai jamais utilisé dans ma classe, mais je sais que j'ai des collègues qui l'utilisent, notamment en cycle 3. C'est la monnaie de classe. Donc, il y a certaines classes où j'utilise la monnaie. Et en fait, il y avait un lien, la monnaie de classe, il y avait un lien avec les ceintures de comportement. Quand j'expliquais au tout début que le cadre des ceintures de comportement, c'est aussi plus on monte dans les ceintures, plus ça demande de responsabilité, moins seront tolérés des écarts. Eh bien, quelqu'un qui obtient, qui a les ceintures bleues, par exemple, on n'est pas censé obtenir, normalement, on n'a plus d'avertissement aux lois quand on est ceinture bleue. Ben, si un enfant, une fois, fait un truc, c'est une bêtise, voilà, mais il n'a pas respecté une des lois, il a eu un avertissement aux lois, ben, il peut avoir une amende. Et donc, du coup, la monnaie de classe, elle sert à ce moment-là. Parce que à la fin de, en général, c'était toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je crois, ma collègue, elle l'utilisait dans sa classe. Et ça correspondait à la fin de quand elle faisait le bilan du plan de travail toutes les 2 semaines, eh bien, en fonction des amendes que ses élèves avaient eues, en fonction du travail qu'ils avaient fourni aussi, et on parle bien de quantité de travail, mais pas de qualité du travail, c'est-à-dire qu'un enfant a le droit de se tromper. Euh, il touchait pas moins de monnaie parce qu'il n'avait pas réussi son exercice. Il touchait pour un exercice fait, en fait, qu'il soit réussi ou pas, il touchait la même quantité qu'un autre. Et donc, il y avait une gradation. Pour les amendes, il y avait une gradation en fonction de la couleur de la ceinture à laquelle on était. Voilà. Et donc, ça, c'était un lien avec la monnaie de classe. Ça offrait aussi une motivation supplémentaire. Et la monnaie de classe, comme elle l'utilisait, du coup, j'en profite, j'en parle un peu. C'est qu'à la fin du bilan du plan de travail, quand ils avaient obtenu, soit ils avaient perdu des sous en fait, soit ils avaient gagné des sous. Et toutes les 2 semaines, du coup, elle organisait un marché dans sa classe où les enfants pouvaient, alors c'était pendant 20 minutes, les enfants pouvaient apporter des choses à l'école. Alors il y en avait par exemple qui avaient fait du popcorn à la maison, qui l'avaient apporté à l'école, ou alors il y en avait qui avaient des puzzles, des boîtes de puzzles qui ne voulaient plus à la maison, ils essayaient de les vendre. Donc en fait, chacun pouvait essayer d'acheter ou vendre quelque chose à ses camarades de classe avec cet argent qu'ils avaient gagné. Voilà. Donc la monnaie était là comme une motivation supplémentaire. Non seulement comme reconnaître que tout travail mérite salaire, mais comme une motivation supplémentaire. Alors, après, je ne vais pas me faire l'avocat complet de la monnaie parce que moi, j'ai jamais réussi à sauter le pas parce que il y a encore un truc qui me chiffonne là-dedans. Donc, je sais que ça peut froisser certains collègues ou heurter un peu le fait de se dire, mais enfin, donc voilà. Donc, l'idée, c'est pas de rentrer dans le débat. Enfin, moi, je sais que je suis pas encore complètement confortable avec cette idée. C'est pour ça que. Mais je reconnais que ça a des avantages. J'y vois les avantages. Et je repense à une chose. Ça demande. Bon, je disais tout à l'heure, les ceintures, il faut bien réfléchir avant de les mettre en place quels sont les critères, parce que c'est en fonction de nos attentes aussi, quoi. Ça demande du coup de beaucoup s'organiser en amont. Ça demande aussi, c'est toute une organisation qui ne se voit pas forcément, mais je vous l'ai dit, moi j'ai une fiche de suivi de tous les avertissements en loi, de toutes les gènes, j'ai les dates d'obtention des ceintures, tout ce qui est discuté en conseil. Je le note dans un cahier, comme ça je peux m'y référer. Chaque fois qu'on commence un nouveau conseil, on rappelle les décisions du conseil d'avant. S'il y a des choses qui ont été décidées, il y a un retour sûr, c'est-à-dire, bon, alors on a mis ça en place, c'est nouveau, est-ce que ça marche rapidement, est-ce que ça marche ou pas? Enfin voilà. Euh, le conseil, il sert à ça, il sert à réguler tout ça. Et donc ça demande beaucoup d'organisation, c'est-à-dire que j'ai des fiches de suivi pour un peu tout, quoi. Mes élèves aussi, je les fais travailler en plan de travail. Bon, ben, j'ai une fiche de suivi de tout ce qu'ils font sur le plan de travail. J'ai une fiche de suivi. Enfin, j'ai suivi aussi une formation, ça me fait penser, parce que tu parlais de la collègue qui va faire une formation la semaine prochaine. J'ai suivi aussi les formations de Bruce Domogé. Et, et c'est pareil, dans les dispositifs qu'il nous montrait, il a il a des fiches de suivi très complètes pour. Alors, au premier abord, ça paraît énorme et on se dit, mais comment je pourrais arriver à ça pour commencer? En fait,
faut pas être trop ambitieux au début, quoi. Faut commencer simple et puis petit à petit, on va se créer les outils dont on a besoin aussi, quoi. Donc voilà. Donc bon. Bon, après, moi, j'ai une collègue qui avait sauté le pas, elle avait plongé dans la piscine, comme elle disait, elle avait essayé de tout mettre en place d'un coup au début. Moi, j'ai fait différemment. J'ai commencé par un conseil, les ceintures de comportement, après, j'ai rajouté le tutorat, après, le plan de travail, après, voilà. Mais il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de faire, quoi. Chacun fait en fonction de ce qu'il peut et ce qu'il est. Voilà. Ben, merci beaucoup à tout le monde. Mais bonne soirée à tous. Et puis, faites attention à vous tous avec ce virus qui traîne un peu partout en ce moment. Voilà. Merci.